that means we're not investing enough R&D money in developing LLMs, in developing AI tools and AI, so we are still dependent on the West. So there is a role to play for the government, financial institutions, and the economy and the ecosystem of small and medium-sized companies. Everybody needs to do a role, and it's an ecosystem that needs to function here, and it's not a one-person job. Absolument. Donc, effectivement, cette approche écosystème, comment la mettre en œuvre? Quelle gouvernance dessus? Est-ce que c'est des écosystèmes pilotés par la communauté, des usagers, ou est-ce que c'est des écosystèmes pilotés par les producteurs de technologie? Là, si tu veux bien réagir par rapport à ça, toi qui es amoureux de l'IA. D'accord, merci. Par rapport au rôle du gouvernement, je voulais revenir à cette question. C'est la même. Oui, exactement. C'est un service public, finalement. Exactement. Donc, il y a plusieurs choses que le gouvernement peut faire aujourd'hui, mais j'ai listé quelques-unes. La première, déjà, c'est d'élever le niveau de conscience de la population par rapport à cette technologie. Parce que la société civile toute seule, et je pense que lorsqu'on travaille ensemble, secteur privé et secteur public, pour élever ce niveau de conscience, on pourra aller plus vite. Le deuxième point, c'est de mettre à jour notre système éducatif. C'est important d'intégrer maintenant le plus vite possible l'intelligence artificielle générative, soit le prompting, etc. En fait, ce type de matières, maintenant, sont essentielles déjà pour faire monter en compétence nos élèves et aussi élever leur niveau de conscience. Un autre point, en fait, c'est de faire travailler notre diplomatie, de se rapprocher de ces grandes entreprises qui travaillent maintenant dans cette industrie et d'essayer de trouver des collaborations éventuellement pour un transfert de savoir-faire, pour attirer ces investisseurs, etc. Et un dernier point, c'est la réglementation. L'IA, c'est un excellent outil, mais s'il n'y a pas de réglementation derrière, on risque de vivre des scénarios chaotiques. Alors, voilà. On va quand même pas finir avec un scénario chaotique. Et encourager, un dernier point, Mondel, s'il te plaît. Un dernier point aussi, encourager les investissements dans les startups qui travaillent sur l'IA générative. On peut imaginer un exemple de Startup Act, mais avec des avantages supplémentaires pour les jeunes qui veulent investir dans cette industrie. Voilà. En fait, finalement, pourquoi a-t-on besoin d'IA? Je crois que c'est ça le cœur du sujet. Est-ce qu'on a réellement besoin d'une IA et pourquoi et pour quelle finalité ultime? In fine, je pense que c'est pour prendre des décisions plus vite et de bonnes décisions. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de gens à remplacer par des IA pour prendre des décisions plus rapides et de meilleure qualité, y compris les gouvernements peut-être, ou une partie des gouvernements. Donc ceux qui gouvernent vont devenir de plus en plus confrontés à une autre réalité qui va leur faire concurrence, donc des êtres artificiels qui sont capables de prendre plus vite des décisions qu'eux, pour l'intérêt général. Bien sûr. Parce qu'on parle de l'intérêt général finalement ici. Donc on défend l'intérêt général, derrière l'intérêt privé vient derrière forcément. Tu voulais rajouter un dernier mot? Parce qu'on va faire passer le micro en espérant avoir donné le temps à l'audience de préparer ces questions. Loin de la politique, je dirais que l'IA est un effet de mode et que cet effet de mode a fait qu'il y a une contamination. Heureusement que cette contamination, pour certains pays, est positive et non pas négative. Ceci dit, il faudrait se poser la question aujourd'hui, quels sont les pays qui ont mis en place une réelle stratégie nationale en matière d'IA? Absolument. Et je crois que on verra facilement ceux qui sont en train d'anticiper et qui sont en train justement de considérer la data, la donnée comme service public, et ceux qui n'ont pas justement cette philosophie du service public complet, donc comprenant la data. Ce que je vous propose, parce que vous allez certainement avoir des choses à redire après, il nous reste exactement une demi-heure, monsieur le modérateur général, donc on va les prendre. On va essayer d'être dans l'interaction.
Donc si vous avez des questions, je vous demanderai de vous lever ou de lever la main comme ça. Je sélectionne ceux qui vont poser les questions. Je prends 3-4 questions max et comme ça on essaiera d'y répondre d'une manière interactive. Alors, voilà, le premier qui lève la main passera en premier. First in, first in. Voilà, tu te présentes, tu te lèves, tu te présentes. Et si quelqu'un peut m'aider avec le micro, voilà, j'aimerais bien donner un micro. Voilà, il y a un micro dans la salle? Excellent. On est gâtés, c'est bien. D'abord, merci pour ces interventions, c'était vraiment enrichissant. Alors, je me présente, Ahmed Laribi. Mon domaine d'expertise, c'est la géopolitique et les relations internationales. Donc, je vais parler dans la question de l'IA dans le domaine de la géopolitique. Comme la madame a dit, elle n'est pas experte en géopolitique. Mais ce qui se passe réellement, c'est que maintenant, on a un problème qui s'appelle la souveraineté des bases de données. On est vraiment dans un challenge lorsque les bases de données ne sont pas contrôlées par les États. C'est le cas de la Tunisie, on ne contrôle pas nos bases de données. On n'a pas des règlements qui contrôlent les bases de données tunisiennes. Et c'est le même cas s'applique dans toute l'Afrique. Donc, si on a des PME ou des TPE qui vont utiliser l'intelligence artificielle dans l'accompagnement, on n'est pas sûr que ces informations sont contrôlées par les États. Oui, ça pose un vrai problème géopolitique. Par contre, lorsqu'on parle des crises internationales qui se passent maintenant, on sait toujours que les serveurs se situent généralement en Europe, en Amérique, parfois en Russie, la Chine. Donc maintenant, on pense toujours à des guerres cybernétiques, des guerres de cyberespace, parce que maintenant, quand tu fais tout un écosystème de PME qui travaille avec l'IA et il est contrôlé par des forces extérieures, on est vraiment dans une crise économique à venir. Et voilà, c'est toute l'intervention. Merci. Merci Ahmed. Une autre question dans la salle, oui. Mahdi, si on peut lui passer le micro. Mahdi Khalel, je dirige l'activité batterie industrielle du groupe Assad et je suis membre du bureau exécutif TABC. En fait, ma question, est-ce qu'il y a une relation entre l'IA et le monde virtuel? Est-ce qu'un jour on arrivera à avoir des avatars à travers l'intelligence artificielle qui vont penser ou qui vont communiquer entre eux? Excellente question. Alors, allez, une dernière question et on fait le panel de réponses. Bonjour tout le monde, je me présente Bakar, consultant à Deloitte. Merci à vous, merci à vous tous. Je vais rebondir sur la question de Ahmed, la première question. Ma question est simple, est-ce que c'est mieux d'utiliser les supercalculateurs? Donc on achète les supercalculateurs ici en Tunisie ou on utilise les solutions cloud. Donc est-ce que le cas pour la Tunisie, c'est mieux d'utiliser les solutions cloud comme AWS et autres ou on doit acquérir des supercalculateurs pour le cas de la Tunisie? Merci. Bien, on a 3 bonnes questions. Qui se lance. Donc je vais les rappeler quand même un peu. Donc il y a une question sur la géopolitique. Vous pouvez répondre dans le désordre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les mélanger, puisque finalement, la 1 et la 2 et la 3, il y a des liens. Donc la géopolitique, c'est bien, de l'IA. Il y a la question de l'évolution de l'IA vers des formes autonomes. C'est très important et ça va arriver. Il y aura même peut-être des formes d'entreprises possédées par des IA. Voilà. Donc, la dernière question, c'est où stocker les données? Parce que finalement, à un moment donné, sachant que les données, c'est de l'énergie, donc comment les stocker aussi, comment les traiter, avec quelle énergie? Voilà. Il va y avoir une quantité telle que ça peut dépasser toute la capacité de production d'énergie terrestre. Voilà. Voilà, donc chaque panéliste qui lève la main, comme vous voulez. Donc, allez, Basma a été la première. Ah oui. We start with you, Basma. I'm going to start.
Yes, I tried not to go too much into geopolitics. I'm not an expert, but I'm passionate about it, and I do a lot of reading, and it's really an important topic. That's why sovereignty and autonomy is extremely important, and that's why countries or regions are investing and need to invest to secure the technology. Because sometimes we find people talking about AI and sometimes thinking that using ChatGPT is AI. That's not. That's like scratching the surface. So if we're talking about AI, it's about having the tools, having the LLMs, having the data, having the data centers, the processing power to actually run all these data in a territory where you cannot, as a measure of in a type of war which cannot be used. That's one of the reasons there's at least two types of data that I'm aware of, banking data and health data, where there's a lot of regulation everywhere in Europe, in North America, in the Middle East, in Africa, where the data should not be leaving the country because it's very sensitive data. So the answer is yes, there is a huge geopolitical risk. And no one country in Africa could actually handle it because they could not stand up against China or US or UK or Europe. We heard earlier the investment figures they go into the billions, and the AI is going to be in the trillions. So it has to be a regional effort. I'm going to leave it there. Well, can I continue? Yeah. I heard the question. I don't remember them in the right order, so forgive me if I'm missing one. I heard the question about AI and cybersecurity. Autonomous entities. Autonomous entity. Well, that's a very, that's a topic that is discussed widely, and it's about, the need to have a man in a loop. For example, the AI Act, which the EU AI Act, they specified 4 levels of risk: low risk, medium risk, high risk, and then extreme risk. And then depending on the level of risk, they require that a man in the loop is there, that the process is reversible, and a number of measures. So in terms of the AI Act, if you like, there's 3 ways where we see Europe going more based on this level of safety and security, and the AI Act is based on that. The US is more focused on innovate, and it's more kind of private sector driven. China is more focused on national security. The views are really different. I haven't seen a tendency in the African countries. There are some initiatives on a country level. I hope to see something on an African level, but I'm not sure which way they're going to be following. Clearly, as far as we see, always Africa is more connected to Europe, so it's probably going to be a risk thing. So yes, it's going to be a man in the middle kind of thing, depending on the level of security or level of safety of the processes in question and of the data in question. I just want to say something related with the autonomous cars. Actually, there's something that was mentioned by I'm not sure if it was the CEO of NVIDIA or the CEO of OpenAI, which really caught my attention, and it was a few weeks ago, and he said, for the first time in history, we are at an age where one single human being is capable of starting and running $1 billion company. Just one single human being. Why? Because we have all the tools possible. You can actually have a startup. You can create a unicorn with a single human being. So you can imagine the power of how much AI brings to us. And again, let's differentiate between developing AI and using AI. If there is anything I hope people get out of here is using AI doesn't mean we command it. We're still dependent. We need to develop AI. We need to develop AI tools. Wonderful. Sorry. Thank you, Basma. Karim? Peut-être pour répondre plutôt à la première question sur le cadre général, c'est la géopolitique, mais la question précisément, c'est autour de la souveraineté. Je pense de l'IA. Donc c'est un sujet important. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'IA est à double tranchant. Avoir un cadre qui protège ces données et un cadre qui permet de réguler tout ça, c'est très important. Le cas typique pour ce cas de figure,
Il s'agit d'un cadre de la classification de données. Il faut qu'au niveau de l'État, et ça c'est le cas déjà en Tunisie, donc il y a tout l'exercice de la classification de données qui a été fait. Il y a des données, il faut qu'elles soient souveraines, d'autres pas. C'est pas un process binaire, donc il y a 4 ou 5 niveaux. Mais ça doit être fait par les États, et c'est très important. Et donc ça tombe dans la régulation, dans la protection de données. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'IA, et là pour revenir à la géopolitique, l'IA, tout comme la 5G, aujourd'hui c'est une arme. Aujourd'hui, la bataille entre la Chine et l'Occident, elle est sur ça. Elle est aussi sur le climat. Donc le climat aussi, c'est une arme. Donc c'est la troisième arme. Et donc la souveraineté de ces données est très importante. Et après, il ne faut pas oublier, c'est peut-être malheureux, mais les grosses innovations se sont faites durant les grandes guerres. C'est les guerres qui font stimuler en fait les innovations. Absolument, qui libèrent le financement surtout des innovations. Voilà. Oui, Vetten, tu veux prendre la main sur la question laquelle? La première. Géopolitique, ok. Géopolitique, exactement. Un dialogue interactif avait été mis en place par 2 géants sur X. Et donc, Poutine avait dit « Celui qui deviendra leader en ce domaine sera le maître du monde ». Et tout de suite après, quelques secondes, Elon Musk a répondu, je cite, « La lutte entre nations pour la supériorité en matière d'IA causera probablement la 3e guerre mondiale. » Un troisième, je ne le citerai pas, mais de l'Afrique, avait dit « On se prépare, si on n'est pas update, à la cybercolonisation. » Voilà. Voilà, donc c'est un cours de géopolitique. Merci, Vetten. On a eu une panne, Monsieur Jomou. Donc comment on peut gérer les pannes des systèmes justement dits intelligents? Alors justement, sachant que l'Afrique à 40% est en panne d'Internet déjà. Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure dans une des questions au début d'une intervention, tout commence déjà par les infrastructures qu'il faut pouvoir dessiner, mettre en place pour revenir un peu sur la question de géopolitique. Parce que quand on veut être maître de ses propres données, il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, tout commence par ces infrastructures qu'il faut mettre en place. Et aujourd'hui, c'est un défi en Afrique. Et je pense que si l'Afrique va main dans la main, elle est capable de relever ce défi-là. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Essayer d'être indépendant, autonome vis-à-vis de nos propres infrastructures, de nos propres données. Parce que, comme on disait, l'IA, c'est les data. Et si la data n'existe plus, l'IA n'existe plus, l'Internet n'existe plus, le monde n'existe plus. Et justement, par rapport à la troisième question sur le cloud, est-ce que les États ont intérêt à développer en tout cas des éditeurs de bases de données locales? Oui, on ne peut pas exclure cette possibilité-là, bien sûr. Et ce serait même un intérêt pour des États, indépendamment, bien sûr, parce que c'est important de préserver ces données. Maintenant, la question, c'est toujours, comme on dit, il faut avoir les moyens pour pouvoir mettre en place ces solutions-là, parce que ça ne va pas tout seul. Donc, vous avez un côté l'énergie qu'il faut résoudre déjà, la question sur l'énergie, la question sur le transport, qui sont déjà des premiers facteurs avant même d'arriver au niveau des data, parce que si on n'a pas d'énergie, on n'a pas de moyens de transport, précisément de transport réseau, donc on ne peut pas arriver. Donc, je pense que ça commence par là. Et après, il faudra schématiser maintenant la possibilité de mettre en place les data centers. Donc, c'est pas compliqué. Il faut juste les moyens et puis il faut juste des formations, une éducation par rapport à ça. Et bien sûr, parce que c'est un projet qui se construit sur du long terme.
Et ça nécessite forcément une coopération sud-sud, puisque Effectivement. il faut les câbler, tout ça, et interconnecter Effectivement. tout ça. Sinon, ça ne marchera pas. Très bien. Just going to add about the industrial espionage. Vas-y, Basma. Industrial espionage is another topic. I mean, you spoke about that. And cybersecurity. Nowadays, we have AI-powered cyber attacks. And we also have AI-powered cyber defense. So it's going to be AI versus AI with man in the middle, industrial espionage. So it's quite an interesting field. By the way, there are 4 million cybersecurity jobs missing worldwide. So if anyone has kids that are planning to study engineering, let them go. It's a great job. Excellent, excellent. Merci. Donc, bon, on n'a pas répondu sur la partie de l'énergie. Donc, bien sûr, produire des data centers, c'est très bien, mais il faut aussi les alimenter. Et là-dessus, donc, il faut aussi des stratégies de corridors énergétiques pour que les pays qui sont en excédent puissent livrer ceux qui sont en déficit pour équilibrer. Et donc, in fine, la data, ce n'est pas uniquement quelque chose d'intangible, hein, c'est aussi de l'énergie dépensée qui détruit aussi la nature. Donc, jusqu'où on peut aller avec l'intelligence artificielle et ses bases de données. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Le micro, s'il vous plaît. On va faire encore un dernier tour de l'audience. Bonjour, donc mon nom c'est Mohamed Melouche, je suis partenaire à Deloitte Afrique, en charge du secteur public et des bailleurs de fonds. En fait, ma question c'était, je crois que Karim a mentionné le fait que uniquement 4 pays en Afrique avaient une stratégie IA. Et donc ma question c'est comment faire pour justement faire en sorte que les gouvernements africains prennent conscience de l'importance de l'effet potentiel transformateur de l'IA donc sur leurs économies et notamment, je dirais même, donc comment leur faire prendre conscience et en particulier ce pays dans lequel on est, la Tunisie, qui a été pendant plusieurs années un pays qui était relativement novateur en termes de réglementation, qui était en avance en termes de politique industrielle, de politique même de Start-up Act. Bon, après, on se fait rattraper très rapidement, mais malheureusement, on est toujours novateur. Comment faire pour que l'État, justement, soit novateur ? Est-ce que c'est une approche bottom-up, comme l'approche du Start-up Act ? Et comment faire pour vraiment, j'allais dire, mettre en place en fait un mécanisme qui puisse leverage tous les talents que ce pays compte en termes de STEM, parce qu'on a quand même un ratio très élevé de STEM, d'étudiants en STEM, et également une diaspora qui joue un rôle primordial dans le développement de l'IA dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, moi j'étais récemment donc, à une retraite que l'association que j'ai co-créée donc, a fait à Seattle. On avait des Tunisiens qui étaient en charge de l'IA pour Google, pour Amazon, qui étaient à des postes très très élevés et qui finalement sont en train de définir le futur de transformateur de l'IA. Excellent. Bah, effectivement, c'est une question importante. Comment faire pour qu'il y ait une dynamique générale en Afrique ? Bon, il y a déjà l'Union africaine qui a derrière elle plus de 30 pays, donc elle est en train de mener un peu la danse, mais peut-être pas à la bonne vitesse, et on sait pourquoi. Mais pour qu'il y ait, et je laisserai après les panélistes intervenir, pour qu'il y ait une dynamique et un engagement, il faut qu'il y ait une confiance. Et je crois qu'on parle rarement de confiance en Afrique. On a effectivement en Tunisie des réussites, mais qui sont plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle l'économie planifiée. Donc des gens, des têtes bien pensantes qui sont engagés avec des moyens, peut-être modestes, mais qui ont réussi à faire des choses, en mode push. Maintenant, on est dans une ère où les choses vont beaucoup plus vite que ces têtes pensantes. Soit on fait confiance, donc il y a des écosystèmes qui sont autorégulés, et on corrige au fur et à mesure, et là il faut faire confiance. Soit on est dans la défiance et on veut toujours mettre des lois qui précèdent la réalité sociale et économique, et là on n'y arrivera pas.
Pour moi, Startup Act, que j'ai vu naître, matérialise parfaitement la non-confiance dans les start-upers. Voilà, le fait de définir quelque chose, en fait, veut dire tout simplement que tout est interdit sauf ce qui est permis. Et si on est dans ce paradigme de tout est interdit sauf ce qui est permis, formellement permis, attention, par loi, décret d'application et formation de l'administration. Ça fait beaucoup comme chaîne de décision. Ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Et donc, tant qu'on est dans cette logique, je vous laisse réagir, l'IA va nous jouer de sales tours. Là, on n'a peut-être pas intérêt à ramener beaucoup d'intelligence artificielle parce qu'elle va réellement créer plus de soucis qu'autre chose. Je vous laisse réagir. Allez, chacun en une minute parce qu'on doit libérer la salle. Je vais inverser maintenant. Je vais commencer par l'amoureux de l'IA et terminer par Faten. Donc, allez, vas-y. Qu'est-ce que tu réponds à Mohamed Melouche? Avant de répondre à Mohamed Melouche, j'y étais aussi à Seattle et je voulais le féliciter et féliciter toute l'équipe de Taï pour l'excellente organisation de cette retraite. D'accord. Avant de répondre à Mohamed Melouche, je voulais vous dire pourquoi je suis amoureux de l'IA. Parce que là, l'IA, contrairement à ce qu'on pense, elle va humaniser de nouveau nos entreprises. Toutes les tâches répétitives à très faible valeur ajoutée, ennuyeuses, là, elles vont partir. Donc, on va faire appel à l'humain, à la chose qui différencie l'humain des autres. C'est sa créativité, ses émotions, etc. Donc ça, c'est rien que pour ça, j'ai cet amour pour l'IA, cher Manda. Excellent, excellent. D'accord. Ça me rassure. Ok. Par rapport Ton côté humain me rassure. Mon côté humain, exact. Et peut-être qu'on n'est pas des êtres humains, peut-être qu'on est une simulation, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être. Et pour répondre à Mohamed, comment faire aujourd'hui pour que nos différents gouvernements aient conscience de l'urgence de la situation? La réponse à cette question, elle vaut, je pense, 100 millions de dollars. Et tellement c'est difficile en fait de trouver maintenant comment trouver le meilleur chemin. Je pense que la société civile doit maintenir la pression à travers ce type de panel, ce type d'événement. Il faut communiquer derrière pour créer cette urgence. D'accord, je pense que là, c'est la première démarche. Et pour réussir cette transformation IA, et pour qu'on n'y ait pas en fait un échec, plutôt comme la transformation digitale, c'est important en fait que la transformation d'IA soit portée à haut niveau. Il faut que le leadership soit à très très haut niveau par le chef de gouvernement ou par le président. Donc il faut convaincre ces personnes-là de l'importance, de l'urgence et du potentiel transformateur de cette technologie. Et peut-être là, on va commencer à trouver des solutions. Notre problème était, lors de la transformation digitale, c'était le ministère des technologies. On a créé un ministère, donc on n'est plus arrivé à faire grand-chose en termes de digitalisation. Là, je pense qu'il faut créer peut-être une commission qui travaille, ou une équipe projet qui travaille directement avec le chef du gouvernement, qui rapporte directement au chef du gouvernement. Comme ça, peut-être on pourra faire des choses. Sinon, je vois mal par où on peut pour commencer. rebondir sur les tâches ennuyeuses, répétitives, je pense qu'on pourrait confier cette responsabilité à de l'IA, aller changer la mentalité des gouvernants. Parce que c'est très pénible comme tâche et très prenant comme temps. Donc, on a peut-être d'autres choses à faire entre-temps. Basma. Your thought, please. Last thought. Well, I see what happened in other regions. It was the private sector driving it, actually. I mean, the public sector is coming, afterwards. All the US Act, the EU Act, the China, Russia, UAE, Saudi Arabia, all of them are, the governments are, coming in and starting to work on, doing a bit of catching up work. Again, I'm not a public sector expert, I'm not a policy expert, but I think
the private sector shouldn't be giving up. And we need to have massive investment in AI startups. You heard the numbers earlier. Without that investment, it's going to be very difficult to be able to catch up. But having said that, again, so that's AI startups, that's greenfield. I still do a lot of thinking about brownfield, about the existing economy and how non-digital they are. So there again, we need financial institutions that understand the value of digital transformation, that are able to finance these companies with a few hundred Ks, few millions, just to kind of digitally transform and to prepare them to be AI ready. They're not yet even, they don't have AI yet, just to be AI ready, to have the financial institutions. And then we go to the government, obviously, which is the upskilling. And most importantly, I think the biggest job, in my view, and again, with all due respect to the policymakers and public sector experts, I think investment in R&D, investment in universities, I see that huge lack. We don't have enough papers coming up in AI, peer-reviewed. We also have issues with our researchers, our experts are not able to go to conferences in the US, in Europe, because of visa issues. There's a lot of limitations. So we need to have our own conferences here. We need to have a lot of production capacity of R&D and of papers, and universities need to be funded. It's very expensive to have all this massive infrastructure, and no private sector is going to be funding that. No, private bank is going to be funding that. That is clearly the job of the government. So this is the triangle, and we kind of like, who should start? I still think the private sector has got a big job to do. Parfait. Merci, Basma. Christian. Alors, le mot de la fin. Je pense que il y a un intérêt important là-dedans. En fait, il y a déjà une sensibilisation énorme qui serait très importante. Et d'un autre côté, comme on a parlé tout à l'heure, d'un point de vue de confiance, parce qu'après, pour essayer d'implémenter les solutions IA sur le marché, il faudrait qu'il y ait vraiment un climat de confiance qui doit naître. Et donc, ce climat de confiance, ça va par la sensibilisation, par des formations qui doivent suivre. Et puis, parce qu'il faudra éduquer une jeunesse qui est en train de grandir, à s'intéresser davantage, à présenter les avantages, bien sûr, de l'IA. On en a cité quelques-unes, il y en a tellement. Que ce soit dans n'importe quel domaine, ça peut être très utile, notamment le gain de temps, comme ils ont dit mes camarades, le gain de temps et aussi le gain d'intérêt. Après, de l'autre côté, on a des risques, comme on en a parlé aussi, parce que la question de la perte des données, donc ce qu'il faudrait faire, c'est prendre des mesures pour éviter justement qu'il y ait d'évasion de données, de risque de perte de données. Et donc je pense que tout ça, ça se construit par une confiance. Excellent. Merci. Merci Christian. Karim. Oui, donc peut-être juste pour apporter quelques éléments, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Pour revenir à la question de Mohamed sur la stratégie IA, effectivement, le point clé, c'est la coordination secteur public, privé et société civile. Sans ça, ça ne pourra pas se faire. Ça, c'est la première chose. Et académia aussi. Oui, donc société civile, académique et le secteur privé. Donc ça, je pense, c'est clé. Deuxième élément, moi, je pense qu'il faudrait Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de former les compétences. Et je le dis, mais peut-être c'est juste pour essayer de provoquer. En fait, le reste, en fait, viendra. Donc il faut former les compétences. Qu'elles partent, c'est pas grave. Former une diaspora forte autour de l'IA, en Tunisie et en étranger, ou en Afrique et à l'étranger, parce que c'est ce qui va permettre après de mettre la pression et puis de revenir et de développer. Je pense aujourd'hui, c'est peut-être un point négatif, mais je pense que notre secteur privé et nos économies aujourd'hui, en Afrique, ne sont pas suffisamment performantes pour créer un besoin de haute valeur ajoutée. On a encore beaucoup en fait, d'économies qui ne sont pas encore sur l'économie de savoir et du capital humain. Quand on parle de l'IA, c'est beaucoup de capital humain et de savoir-faire et de l'expertise humaine en fait. Donc il y a encore du chemin, parce qu'il faut se mettre dans le cadre global aussi en fait. Donc il faut qu'il y ait un besoin. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est le temps de la formation, de développement des compétences.
Après, je pense le reste en fait suivra. Faten. Merci. Moi aussi, je reviendrai sur la question de Mohamed. Vous venez de dire qu'il y a 4 pays qui ont mis en place une stratégie nationale. J'avais fait une veille documentaire, j'en avais trouvé 3. Le Sénégal, le Rwanda et la Tunisie. Je n'ai pas trouvé, peut-être. Alors, Mondol, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un problème peut-être de manque de confiance par rapport aux gouvernants. Sauf que je suppose qu'il n'y a pas uniquement cela, il y a des défis à relever. En l'occurrence, il faudrait former des compétences. Faudrait-il aussi avoir des infrastructures numériques, alors que dans certains pays, il n'y a même pas de connexion. Et en troisième lieu, mettre en place la réglementation. Si on a ces 3 axes, je suppose qu'on pourrait éventuellement avancer assez rapidement. Maintenant, si vous permettez, je pourrais partager une expérience que je viens d'avoir au Japon, dans un centre de data. J'étais en visite dans le cadre professionnel et en parlant de l'IA justement, on me dit qu'aujourd'hui, on avait dépassé le fait que nous sommes en train de faire des recherches uniquement sur l'intelligence artificielle. Il faudrait aujourd'hui faire coexister en même temps et l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et l'intelligence tout court. Exact. Donc je pense que c'est ça. Merci pour cette belle chute. En fait, l'intelligence artificielle nécessite de l'intelligence humaine. Et cette intelligence humaine, si elle est conjuguée au pluriel, elle peut être aussi puissante que l'artificielle. En tout cas, merci pour votre attention et d'avoir été patient et jusqu'au bout de ce panel. Merci, chers panélistes, pour vos réflexions. Et à l'année prochaine, je laisse Anis déclarer cette séance et cette édition du FITA clôturée. Et on va faire la photo de groupe, si vous permettez. Ensemble. On vous donne la possibilité de faire votre photo de groupe. On vous remercie vraiment pour cet excellent panel d'abord. Vous avez aussi la possibilité d'avoir votre photo de groupe de panélistes. Les photographes, s'il vous plaît, pour prendre la photo finalement. Historique. Encore une fois, bravo. C'était un magnifique panel, franchement. Excellente façon de clôturer ce magnifique FITA 2024, la 7e session. Et donc, la clôture officielle donc, de FITA se fait avec notre cher président Anis. Et il y aura donc une photo de groupe pour toute l'équipe de FITA qui a été derrière ce succès. Et donc, on invite toute l'équipe de FITA de venir sur le podium une fois que les panélistes seront quittés, pour prendre la photo, la photo souvenir. Voilà. Excellent. Bravo. Bravo, c'est Karim. Merci. Excellent. Madame. Merci beaucoup. Excellent. Faten, bravo. Merci. Excellente performance. Merci. You are both amazing, hein? Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Très bien. Merci, Silida. Bon, la clôture, c'est toujours difficile. Beaucoup d'émotions lors de l'ouverture et beaucoup d'émotions lors de la clôture. Mais chaque chose dans cette vie a la fin, malheureusement. Et j'espère que vous avez passé excellentes 2 journées. Juste pour vous dire que ce que vous avez vu durant ces 2 jours, c'est un travail de 8 mois de travail acharné de notre équipe de bureau exécutif et de comité d'organisation. C'est vraiment beaucoup de sacrifices. Et hamdoullah, je dis hamdoullah, hamdoullah ya Rabbi, on a quand même atteint notre objectif, doubler
en termes de workshop et de side event et de panel entre une édition et une édition, c'était un challenge extraordinaire. L'année dernière, on était sur salle Oya, 7 panels, salle Salamb aussi, il y avait 7 side event workshop. Aujourd'hui, on était sur 4 salles qui travaillent en parallèle. Mais vous avez vu, avec bien sûr l'excellente modération de Sérida, je le remercie, et son équipe, Skander, merci. Diana, elle est là. Diana aussi, elle doit nous rejoindre. Merci beaucoup, qui ont modéré. Toute l'équipe TABC qui a été mobilisée durant ces 2 jours. Nos partenaires, nos sponsors, sans eux aussi, on n'arriverait pas à faire ça, mais il faut être clair aussi. Rana, on est en train de faire des choses grandioses avec des petits moyens. Donc presque tout est fait maison, hein, avec une petite équipe, mais de toute façon, il y a beaucoup de cœur dans ce qu'on fait. Beaucoup de cœur et beaucoup de passion. Et sans passion, on n'arrive pas à exceller, on n'arrive pas à ce genre de résultats. Donc, à travers vous aussi, nos participants qui ont resté avec nous, tous nos partenaires, je vous remercie infiniment du fond du cœur que vous faites encore confiance à TABC. Franchement, ça nous fait un grand plaisir et ça nous incite. Ça, c'est une édition qui a vraiment, on peut dire, réussi, il faut être clair. On a reçu beaucoup de délégations d'Asie, surtout d'Europe et bien sûr d'Afrique. On a reçu des délégations qui n'ont jamais participé pour la première fois, comme Namibie, une très grande délégation du Nigeria, une grande délégation de Kenya dans le secteur automobile, de Ghana, ainsi de suite. Et bien sûr, nos partenaires habituels, hein, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Cameroun et tous les pays, RDC bien sûr, qui était la RDC, notre invité d'honneur avec la Pologne. Donc ça va nous permettre de construire mieux. Et FITA, Inch'Allah, maintenant, je pense qu'il est dans l'agenda, comme j'ai dit, à l'ouverture officielle africaine et internationale. Et ça va nous booster d'y aller plus loin et de réaliser plus lors des prochaines éditions et d'avoir des meilleures qualités en termes de participation d'intervenants et de panels de workshop et surtout de side event. On va essayer aussi d'améliorer les rencontres B2B. Il y a eu pas mal de rencontres, mais il reste des choses à améliorer. En tout cas, on a pris note de tout ce qui est passé. On a écouté des participants. Inch'Allah, on va construire sur ça pour améliorer et que cet événement devienne réellement un réel événement de rencontre et surtout de réalisation et de concrétisation. C'est ça le plus important. À la fin, c'est qu'est-ce que nous avons fait en termes de business, de contrat, de partenariat. C'est ça le plus important, c'est le concret. Hamdoullah, on a signé beaucoup de partenariats avec, je ne vais pas les citer tous, Moufid qui me regarde en face, avec Jessie, le groupement international des experts, des consultants, avec Africa Verine, avec beaucoup de partenaires. Je viens de signer avec le Nigeria aussi, le State of Ebony, avec l'India. En tout cas, ça va permettre de vraiment étendre le réseau de TABC et de faire évoluer la prochaine édition. En tout cas, du fond du cœur, merci à tous, merci à notre équipe, merci à tout le monde qui a contribué de près ou de loin à cette réussite. Donc j'invite mon équipe de me rejoindre pour faire une photo de famille. Et puis, on va faire tous ensemble aussi, on va essayer de faire une grande photo de famille ensemble. Donc l'équipe en premier lieu, avec le bureau exécutif, Mehdi Mondar, allez-y. Et après, Brabbi, restez sur place, on va essayer de faire une grande photo tout le monde. Hein. Merci beaucoup.
Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. You ought to leave the young man alone. She goes away. Ain't no sunshine when she's gone.